devrait passer en économie de guerre pour vous? On devrait totalement passer en économie de guerre. Sur l'Ukraine, je voudrais comprendre une chose. Vous êtes un des soutiens depuis toujours de l'Ukraine. Les droits de douane avec l'Ukraine. L'Union européenne a décidé d'une mesure exceptionnelle, baisser les droits de douane entre l'Ukraine et l'Union européenne par solidarité avec le peuple ukrainien. Est-ce que vous continuez ça? Est-ce que vous estimez qu'il faut continuer à maintenir ces droits de douane bas? Il faut continuer à maintenir ces droits de douane bas. Si l'Ukraine s'effondre, c'est notre sécurité qui est en jeu. Mais si l'économie française s'effondre, est-ce que c'est pas notre sécurité aussi qui est en jeu? C'est qu'on n'a aucun intérêt à laisser rentrer des produits chinois ou des produits mexicains ou des produits brésiliens parce que ce n'est pas un enjeu vital pour nous. Et que par contre, on peut faire une exception sur l'Ukraine. La moitié du poulet qui est consommé en France vient désormais d'Ukraine. Il vient de méga factories de poulet. Il vient en réalité d'un homme qui est le patron de 99% de la production du poulet. Et vous savez où est-ce qu'elle est, son entreprise? Elle est à Chypre. En fait, ce que je trouve paradoxal, c'est que vous avez commencé l'interview en disant il faut refuser d'avoir des denrées qui rentreraient en France et qui ne respecteraient pas les mêmes normes que nous, y compris les normes sociales d'ailleurs, y compris les questions de salaire de ceux qui travaillent dans ces exploitations. Mais comme c'est l'Ukraine... vous savez, vous vous dites comme c'est l'Ukraine, bien oui. La solidarité qu'on doit au peuple ukrainien. Mais encore une fois, c'est pas le peuple ukrainien, c'est un oligarque qui est à Chypre. Dans la revue Riposte laïque, nous pouvons lire cet article. En gros titre, Raphaël Glucksmann, conseiller spécial des mafieux ukrainiens. Raphaël Glucksmann a organisé ce samedi 5 mars 2022 une manifestation de soutien aux Ukrainiens. Et lorsqu'il est interviewé à cette occasion par les journalistes aux ordres, il affirme que nous devons nous priver du gaz russe, c'est-à-dire de près de 40% de nos importations de gaz. Il ajoute qu'il faut sacrifier un peu de notre confort. Facile pour lui, il reçoit 10 000 € par mois, payés par nos impôts, car il est député européen, ancienne tête de liste PS. À l'époque de cette campagne électorale de 2019, le journal Les Inrocks avait effacé la griffe de sa doudoune à 1 200 € des photos d'un reportage, oui, la griffe Canada Goose, de leur petit chéri gauche bobo, car cette griffe ne faisait pas trop social, plutôt signe extérieur de richesse Saint-Germain-des-Prés dans la catégorie vulgaire. Car en fait, Raphaël Glucksmann a fait fortune dans le business de la révolution. Son rôle? Publiciste pour dictateur. Faire fortune sur le dos des pauvres, c'est la marque de fabrique de Glucksmann. Et comme il fréquente le gratin des philosophes nuisibles et que son amie est depuis 2015 Léa Salamé, il ne risque plus d'être questionné sur son passé trouble. Ses méfaits, comme le logo de sa doudoune, ont été effacés. En effet, Glucksmann rejoint le président géorgien Saakashvili en 2005 comme conseiller officieux et il se marie même en 2009 avec la ministre de l'Intérieur Eka Zgouladze. Alors que le président géorgien est attaqué par la presse pour sa gestion dictatoriale et fascisante de son pays, on lui reproche entre autres des assassinats, de torturer ses opposants, du racket et bien évidemment de la corruption à grande échelle. Raphaël Glucksmann vient à sa rescousse et dépeint Saakashvili dans la presse mainstream en 2011 comme un homme attaché à la démocratie. Il ajoute « Saakashvili, c'est un ami ». Ben voyons. Dernier coup de fil avant le début des négociations. Dans quelques minutes, des pourparlers commencent entre le président géorgien et l'opposition. À 30 ans, ce jeune Français est un des conseillers officieux du président géorgien. Depuis plus d'un mois, l'opposition bloque le centre-ville de la capitale géorgienne et réclame la démission de Mikhail Saakashvili. C'est la première fois que des négociations s'ouvrent pour tenter de débloquer la crise. Il a participé à la préparation des entretiens qui s'ouvrent avec l'opposition. Mikhail Saakashvili va maintenant tenter d'associer l'opposition à une réforme de la Constitution et du Code électoral. Il espère qu'en échange, l'opposition acceptera de lever les barrages qui bloquent Tbilissi. Il y a cette crise de l'opposition, il y a cette crise du radicalisme, en effet la mort des politiques de rue. Et en effet, il cherche la sortie à ce moment-là. Je ne sais pas qu'il pense
des choses comme ça. Pour qu'ils sortent, il faut qu'ils aient une porte de sortie. Et c'est pour ça que ces propositions, c'est bien. C'est que ça peut leur permettre de faire du face saving et de montrer qu'ils peuvent obtenir des choses. À mon avis, c'est un jour important. Après, je ne sais pas, eux, quelle sera leur stratégie. Ça, c'est... Tu vas voir. Ils vont peut-être claquer la porte, mais c'est vraiment rien de dramatique ou tragique, même s'il y a un échec aujourd'hui. C'est possible. Peu d'espoir d'arriver à résoudre la crise en quelques heures. À leur arrivée, les responsables de l'opposition n'ont pas l'air plus optimistes et l'atmosphère est tendue. Les entretiens durent 2 heures et des éclats de voix parviennent aux conseillers qui patientent derrière la porte. Les négociations n'ont pas abouti, Mikhail Saakashvili et l'opposition n'ont pas trouvé de terrain d'accord, mais le président se réjouit quand même d'avoir renoué le dialogue. Cette rencontre a eu le mérite d'avoir lieu. Qu'importe le contenu, je considère que c'est un jour de victoire pour la démocratie géorgienne. Raphaël Glucksmann parle d'un début prometteur vers une sortie de crise. Comme le président, il pense qu'il faut maintenir une politique de la porte ouverte aux opposants modérés, à ceux qui réalisent que Mikhail Saakashvili n'a pas l'intention de démissionner. Dans un article de Marianne publié le 2 novembre 2012, Salomé Zourabichvili dénonça le fait que Raphaël Glucksmann n'ait jamais souhaité la rencontrer, la seule française de l'opposition géorgienne. Et l'actuelle présidente de Géorgie s'étonnait, mariée à celle qui a été vice-ministre de l'Intérieur puis ministre, ignorait-il vraiment tous des excès de la police, des tortures dans les prisons et de la situation des droits de l'homme dans le pays? Franchement. Après les élections perdues de 2012, tout ce petit monde s'expatrie en Ukraine pour échapper à la justice de leur pays. Oui, Saakashvili, Glucksmann, sa femme Eka et leur enfant prennent l'avion direction Kiev. Ils sont déchus de leur nationalité géorgienne, mais le pouvoir à Kiev leur donne la nationalité ukrainienne. Et comme par hasard, ils vont participer au renversement du président élu Viktor Yanukovych lors de cette sinistre révolution de l'Euromaïdan qui est la cause de la guerre civile entre les russophones et les ultranationalistes ukrainiens. Bilan, 1,5 million de déplacés, 2,9 millions de personnes nécessitant l'aide alimentaire, 13 000 morts. Et là, surprise, cette ex-mafia géorgienne, nouvellement ukrainienne, va être couverte d'honneur. Oui, elle entre au sein de l'appareil politique ukrainien. La femme de Glucksmann, Eka, va obtenir un poste de vice-ministre de l'Intérieur et l'ancien président, Saakashvili, le poste très rémunérateur de gouverneur d'Odessa. Saakashvili suit-il encore les conseils de son ami Raphaël? En tous les cas, Saakashvili est arrêté pour corruption par le pouvoir ukrainien, pourtant archi-corrompu. 17 milliards de subventions européennes ont disparu dans leur poche, comme les 40 milliards du FMI. C'est dire s'il a dû s'en mettre plein les fouilles, le Géorgien. Говорите, как в таких случаях? Так говорите? Что значит? Дайте мне сказать. ППП, так со мной еще никто не разговаривал. Я с вами буду так разговаривать. А мне наплевать, как вы будете со мной разговаривать. Вы будете от свободы наплевать вам тогда. Арсен Борисович, я призываю вас к вежливости. В отличие от вас, у меня миллионов и миллиардов нет нигде. Я не для вас выступаю. Нет, я еще раз говорю. За свои миллиарды будете отвечать в другом месте. И у меня за мои миллиарды еще раз я их искал. Поищите хорошенько. Поищите хорошенько. Все коррумпированные министры приходят при разговоре. Рот закрой. Михаил, что? Я прошу вас. Арсен Борисович. Mikhail Saakashvili, de nouveau arrêté à Kiev. L'ancien président géorgien a été interpellé ce vendredi par les services de sécurité ukrainiens. L'opposant au président Petro Porochenko aurait été placé dans un centre de détention provisoire selon le procureur général. L'ex-chef de l'État, déchu de sa nationalité ukrainienne, avait réussi à fuir lors d'une première tentative d'arrestation il y a 3 jours, mais il avait pu s'échapper sous la pression de la foule, accusé d'avoir fomenté un coup d'État avec l'appui de la Russie. Quant à son épouse, Eka,
elle a tenté de fuir l'Ukraine, accusée également de corruption. À la douane, elle est arrêtée avec une valise contenant quelques millions de dollars. Celle qui était décrite comme une démocrate par la presse européenne s'est appuyée sur des milices ultranationalistes comme Svoboda. Et elle est soupçonnée des mêmes exactions qu'en Géorgie. Un joli couple. Bref, autour de Glucksmann, que du beau monde. Milicien de Svoboda et Raphaël. Mais on ne s'étonnera pas de ce parcours quand on sait que Raphaël appartient au cercle de l'Observatoire, baptisé pudiquement Cercle de réflexion atlantiste, mais qui est, dans la réalité, un lobby de la CIA. Le jeune Raphaël a travaillé à la revue éphémère Le meilleur des mondes, créée pour justifier l'invasion de l'Irak. Plus tard, il a épaulé son mentor BHL pour justifier l'intervention en Libye. Glucksmann, agent de la CIA, et on comprend mieux dès lors les pérégrinations à l'est de Glucksmann, car ses parrains américains utilisent ses réseaux, ses talents de publiciste et son image de bobo parisien pour légitimer auprès du public européen des actions de déstabilisation de pays souverains. Bref, sa fonction, très rémunératrice, est de nous faire croire que les pourris atlantistes, comme les milices nazies ukrainiennes ou les mafieux de Saakachvili, c'est Mère Teresa. L'auteur, Marquis de Drélincourt. George Soros has made one of the world's great fortunes betting on global trends. And he's deeply troubled by events and political trends in Ukraine specifically, but Europe more broadly. He's just back from the region, and he joins me to talk about what he saw, what he thinks, and where he's putting his money. George Soros, pleasure to have you on. Same here. First on Ukraine, one of the things that many people recognized about you was that you, during the revolutions of 1989, funded a lot of dissident activity, civil society groups in Eastern Europe, in Poland, the Czech Republic. Are you doing similar things in Ukraine? Well, I set up a foundation in Ukraine before Ukraine became independent of Russia. And the foundation has been functioning ever since. And it played an important part in events now. Do you think Ukraine will be able to assert a kind of independence from Russia and an alignment with the West, not a specific alignment as in NATO, but a kind of orientation toward the West, or will the Russians always stop them? No, Putin will try to destabilize Ukraine, but the Ukrainians, the large majority of Ukrainians, are determined to be independent of Russia. It won't be easy because Putin has staked his regime on destabilizing Ukraine because it's a threat to his regime in Russia. If you have freedom, free media and so on, and a flourishing economy, that would make his regime unsustainable. He accuses the Ukrainians of being anti-Semitic, of their being full of anti-Semitic fascists. You operate in Ukraine, you're of Jewish origin. Have you detected virulent anti-Semitism in Ukraine? Well, anti-Semitism is part of the DNA of that part of the world. So there is anti-Semitism, but there is much more
in the east, in the Russian-dominated part, that is this so-called independent republic, where there have been actually atrocities against Jews and Gypsies. You have been very pessimistic or gloomy about Europe. Do you think that in this Ukraine situation you're seeing another aspect of the tragedy of Europe, the lack of collective action? Unfortunately, Europe is very weak. It's preoccupied with its internal problems, which are unresolved. The Euro crisis is no longer a financial crisis. It's turning into a political crisis. And you're going to see it in the elections. And Putin... Explain what that means. It's going to be, you're going to see it in the elections because you're going to see the rise of nationalist, anti-European forces? Yes. And interestingly, they are supported by Russia and pro-Russian. So Russia has emerged as an alternative to the European Union. Putin has sort of come out of the closet in Ukraine with an ideology that is nationalist, based on ethnic nationalism. You could call it Russism. That's a new word to describe it, because I don't want to call it Nazi, because it is very similar to what you had in the interwar period, fascism. Protecting your ethnic groups with military force if necessary. Well, it's more than that. There's an ideology, a new sort of myth of Russian superiority. If those who watch Putin's speeches, he actually has revealed this new myth of Russian genetic superiority. You might have heard that previously from someone else. It's a new ideology based on ethnic Russian superiority. And as you say, a lot of these nationalists who are doing well in these European-wide elections seem very pro-Russian, whether on the left or the right. Do you think this nationalism could break up the European Union? Yes, it's a real threat, and Europe needs to recognize it, and we need to recognize it. Actually, we need to have bipartisan foreign policy. We used to have that, and we have lost it. So we need to re-establish it, because there is a real threat. It's a threat to America also, because what's happening in Ukraine and in Europe is having repercussions in Asia. The Chinese drilling rig that is establishing facts on the ground in Vietnam is a direct consequence. And Putin just been in China, and they have a common interest. They are establishing one, which is actually anti-US.